Il y a quelques années, mon père et moi étions partis chasser ensemble dans le Minnesota et nous avons vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Hudson, mon chien, dormait dans le salon et tout à coup, il s'est mis à aboyer, mais pas comme d'habitude, plutôt comme s'il était sur le point de défoncer la porte et d'attaquer ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Mon père et moi sommes sortis dans le salon pour le calmer, mais il se tenait devant l'entrée, les poils dressés et aboyant comme un fou. Mon père a à nouveau essayé de le faire taire, mais en vain. Hudson a commencé à donner des coups de patte à la porte, tout en continuant à aboyer. J'ai regardé par la fenêtre, m'attendant à voir un loup ou un ours se promener, mais je n'ai rien vu du tout. Il y a un détecteur de mouvement à l'avant de la cabane pour décourager les ratons laveurs au milieu de la nuit, et il n'a même pas été déclenché. Hudson a fini par se calmer, mais il est resté agité tout le reste de la nuit. Je pouvais l'entendre marcher dans la cabane de long en large. C'était comme s'il montait la garde. Nous sommes sortis pour notre première journée de chasse, mais il n'y avait rien d'intéressant. Nous sommes allés sur le porche pour fumer une cigarette. Hudson s'est remis à aboyer encore plus férocement que la nuit dernière. Nous sommes retournés dans la cabane et avons essayé de le faire taire, mais il ne voulait toujours pas écouter. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre. De nouveau, je n'ai rien trouvé, sauf que cette fois-ci, le détecteur de mouvement était allumé, alors qu'il ne l'était pas 2 minutes plus tôt, lorsque nous étions dehors. J'ai commencé à distinguer des mouvements juste à l'extérieur de la lumière, et je me suis efforcé de voir au-delà. J'ai finalement réussi à convaincre mon père de regarder dehors, et son comportement a changé du tout au tout. Il n'était plus aussi décontracté, il était raide, agité. « Ce n'est pas un ours, me dit-il. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» lui ai-je dit. Je me suis dirigé vers l'armoire à fusil, et j'ai pris ma carabine. Mon père s'est immédiatement placé devant moi et m'a dit « Si tu tires sur cette chose, nous allons avoir des problèmes. Laisse-la, elle va finir par s'éloigner comme elle l'a fait la nuit dernière. » Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Les détecteurs de mouvement étaient éteints, mais je pouvais juste distinguer un mouvement. Il était toujours là. Peu après, Hudson s'est calmé et a recommencé à faire les 100 pas. J'ai dit à mon père que je pensais qu'il était parti, et il a eu l'air d'être soulagé. Il est allé à la cuisine, a pris 2 verres et nous a servi à tous les deux une portion de whisky. Il a dit qu'il l'avait vu et qu'il ressemblait à un loup, mais qu'il était trop grand et trop massif pour en être un. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillé en entendant les aboiements incessants de Hudson. Il donnait des coups de patte à ma porte et aboyait comme un fou. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre, à droite du lit, et j'ai failli tomber du lit. Ce que Hudson aboyait regardait par la fenêtre. Ce n'était pas un loup. Cette chose était gigantesque. Elle me regardait fixement. Elle était noire et poilue, avec des yeux jaunes qui semblaient briller, des oreilles triangulaires sur le dessus de la tête et un long museau qui ressemblait à celui d'un loup. Il m'a semblé qu'il se tenait voûté ou accroupi pour pouvoir regarder par la fenêtre. Mon père était déjà réveillé et j'ai commencé à lui crier que la chose était de retour à l'extérieur. J'ai saisi mon fusil à nouveau, sans me soucier de l'avertissement de ce dernier. Mais la créature avait disparu. Mon père était juste derrière moi et m'a dit de ne pas tirer, que ça ne ferait que l'énerver et que cette chose n'était pas qu'un simple loup, qu'il l'avait vu de ses propres yeux. J'ai quitté la chambre pour retourner dans le salon et j'ai regardé par la fenêtre. Le détecteur s'était à nouveau déclenché, mais je ne voyais la chose nulle part. Finalement, Hudson s'est calmé et tout est redevenu calme. J'ai continué à regarder par la fenêtre, guettant le moindre signe de retour de la créature. Pendant le reste de la nuit, aucun de nous n'a dormi. Nous avons simplement attendu. Chaque fois qu'Hudson se levait, mon corps tressaillait, attendant qu'il recommence à aboyer, mais il ne le faisait jamais. Le soleil s'est levé.
Nous avons fait le tour de la cabane, mais nous n'avons rien trouvé. Nous sommes sortis dans les bois, mais nous ne sommes pas allés trop loin. Il n'y avait aucun signe qu'une telle créature ait été là la nuit précédente. Je me suis dit que Hudson pourrait peut-être retrouver la piste. Et quand je l'ai dit à haute voix à mon père, j'ai entendu à quel point j'avais l'air stupide. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas vraiment trouver la preuve que cette chose était là, et que je ne voulais surtout pas trouver la chose elle-même. Mon père a dit que nous devrions probablement retourner à la cabane et faire nos bagages. Cela ne me posait pas de problème. Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère me racontait des histoires sur une créature étrange, et aujourd'hui, elle jure qu'elles sont vraies. Ces histoires n'ont jamais été racontées dans le but de nous effrayer, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose en quoi elle croyait fermement. Tout ça a commencé dans les années 1900-1915 dans le sud-ouest de la Virginie, et s'est poursuivi jusqu'à la fin des années 30 et au début des années 40, après la naissance de ma grand-mère. Ma grand-mère vivait à l'époque avec ses grands-parents, et comme c'est la coutume dans la région, il n'était pas rare que plusieurs membres de la famille soient présents dans la maison un jour donné. Leur maison était située au fond d'une vallée profonde. Parfois, pendant les nuits où la lune était pleine et claire, ils dormaient tous dans une petite maison où la plupart des lits se trouvaient dans une seule pièce. Ils étaient réveillés par quelque chose qui tapait sur le toit. Ils grattaient et piétinaient le toit pendant plusieurs minutes avant que le silence ne s'installe. Même la faune locale se taisait de façon anormale. Au bout d'un moment, ils entendaient quelque chose frapper la table de la cuisine, puis le bruit du vaisselier de ma grand-mère claquant contre le mur, le contenu projeté et brisé sur tout le sol. Mais lorsqu'ils se précipitaient pour voir ce qui se passait, rien ne clochait et la pièce semblait parfaitement normale, chaque vaisselle étant en place. Une nuit, dit-elle, son grand-père et son frère en ont eu assez et sont restés debout jusqu'à très tard, fusil de chasse à la main, pour essayer d'attraper cette chose. Quelque temps après que tout le monde se soit endormi et qu'ils soient restés debout à attendre, comme prévu, le toit a commencé à bouger violemment et quelque chose a sauté et atterri dans la cour avant en faisant un bruit qu'elle décrit comme celui d'une dinde qui glousse, mais en pire. Plus comme une dinde qui aurait été possédée par le diable lui-même et aussi grosse qu'un wagon de chemin de fer. Elle raconte que le bruit était si fort que la maison a tremblé. Son grand-père s'est précipité dehors pour affronter cette chose et pouvait entendre ses pas à quelques mètres devant lui alors qu'il la poursuivait sur le sentier et dans les bois. Il a juré que la lune était si brillante qu'il aurait pu voir un lapin dans les herbes à des mètres de distance, mais il n'a jamais pu voir ce qu'il poursuivait. Il a dit qu'il pouvait même l'entendre respirer et crier. Finalement, l'animal a disparu et il s'est retrouvé seul dans les bois qui étaient si silencieux qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Après ça, il s'écoula un certain temps avant que quelque chose ne se reproduise, et les voisins de l'autre côté de la montagne avaient entendu parler de cette histoire dans la communauté locale. L'un de leurs fils aînés vint s'asseoir avec son grand-père pendant quelques nuits pour voir ce qui se passait, car il n'en croyait pas un mot. C'était un homme très sérieux et il pensait que son grand-père souffrait peut-être d'une maladie de l'esprit. Ils mirent tous les enfants au lit chaque soir et restèrent assis près de l'âtre jusqu'au matin avec les autres adultes pour attendre et voir si la chose allait se montrer. Il ne faut pas oublier que personne n'avait encore vu la chose. C'était le milieu de l'été
et la porte d'entrée était ouverte pour laisser entrer la brise. L'homme était le seul à faire face à la porte, car ils étaient tous assis sur des chaises en train de discuter. Soudain, il s'est levé, a crié comme si on lui avait tiré dessus et a enjambé 2 femmes qui essayaient de s'éloigner de la porte, les faisant même tomber à terre. Ma grand-mère dit que c'était un homme doux et très calme et qu'on ne l'avait jamais vu aussi effrayé. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Il eut du mal à se calmer et jura avoir aperçu une créature regarder à travers la porte de la maison, mais n'a jamais voulu donner de description, se contentant de dire qu'il n'avait jamais vu une chose pareille. Ils quittèrent la maison quelque temps après et ne purent jamais se faire une idée de ce qui avait causé toute cette agitation. Mais plusieurs autres personnes de la région vinrent rapporter des événements similaires dans leur maison après que son grand-père eut raconté son histoire à la communauté. À l'époque, les habitants de la région étant très attachés à leur clan et à leur vie privée, il n'est pas surprenant qu'ils hésitent à partager ce genre d'événements avec leurs voisins, de peur d'être au mieux ridiculisés et au pire considérés comme des adorateurs du diable ou gens maudits. Je me demande encore ce qu'était cette créature. C'est une histoire tellement étrange, mais je sais que ma grand-mère dit la vérité lorsqu'elle me la raconte. Tout d'abord, je pense que je dois vous donner quelques informations sur moi. J'ai été élevée par ma mère qui est 50% Cherokee, 50% française et qui croit aux choses paranormales et essaie de faire comme si elles n'existaient pas, et par mon père qui est écossais, anglais et allemand. Il est d'autre part 100% athée et est plutôt sceptique sur les choses qu'il ne peut pas expliquer. Il s'efforce d'être une personne logique et scientifique en toutes choses. En raison de différences majeures dans les personnalités, les croyances et les valeurs, ils ont divorcé lorsque j'avais 8 ans. Elle a rapidement épousé mon beau-père, qui est un fervent baptiste du sud du Mississippi, et a pratiquement abandonné son identité en tant qu'autochtone pour devenir une femme craignant Dieu. Malgré les problèmes avec ma mère, mon père a continué à nous laisser rendre visite à ses parents, parce qu'il pensait que c'était des gens bien. Ils nous ont appris beaucoup de choses sur la culture autochtone, la spiritualité, les légendes et les gens. Ma grand-mère et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, ce qui m'a permis d'apprendre la médecine Cherokee. Cette dernière est issue d'une longue lignée de guérisseurs et en est une elle-même. Il y a environ 2 ans, mon père, mon frère et moi avons emménagé dans une nouvelle maison, un peu plus à la campagne que nos maisons précédentes. C'est une chose que nous avons tous appréciée, car nous avons grandi dans la nature et l'amour de la terre. Peu de temps après avoir déménagé, environ 3 mois, j'ai décidé qu'il était temps d'agrandir ma famille en me procurant un chiot. Ce serait le premier chien dont je m'occuperais. J'ai toujours eu un lien très fort avec les chiens, car mon guide spirituel est un loup. Je l'ai appris lors d'une quête de vision il y a de nombreuses années. Après une longue recherche, je suis tombé sur un magnifique mâle de 5 mois, un mélange de berger allemand et de pitbull. Je suis allée le rencontrer et je suis instantanément tombée amoureuse. Il était génial, très doux, gentil avec les chats et protecteur avec moi. Il est devenu mon meilleur ami, tout ce que l'on peut souhaiter avec un chien. Quiconque a déjà possédé un chiot ou un jeune chien sait que l'apprentissage de la propreté est une tâche ardue. Même après avoir passé 2 mois avec nous, il me réveillait toutes les 2 à 4 heures pour sortir. Comme je l'ai dit, il me réveillait la nuit. Cette fois-ci, il était environ 2h45 du matin. J'étais fatiguée, mais je me suis traînée hors du lit. En ouvrant la porte arrière, j'ai été accueillie par une brise fraîche. Je suis sortie dans la cour avec mon chien. Il a fait ce qu'il fait d'habitude. Il a reniflé et sauté dans l'herbe, oubliant complètement ce que nous étions venus faire dehors. Je l'ai sifflé
et j'ai regagné son attention. Alors qu'il s'accroupissait, j'ai tourné la tête vers le ciel pour lui offrir un peu d'intimité. La lune était exceptionnellement grande cette nuit-là, presque pleine, mais pas tout à fait. Pendant cette observation, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un silence étrange. À ce moment-là, j'ai eu un frisson le long de ma colonne vertébrale, et les poils de mes bras se sont hérissés. C'est alors que j'ai entendu mon chien pousser un grognement sourd en se plaquant contre mes jambes. Quand je l'ai regardé, il avait la queue rentrée et les poils hérissés. Lorsque j'ai essayé de bouger, il s'est encore plus pressé contre moi. Un autre frisson m'a parcouru et j'en ai profité pour suivre son regard. J'ai alors vu ce qui semblait être un coyote. Ce n'est pas si rare dans la région, nous les avons entendus de nombreuses nuits en vivant ici. Mais ce coyote était différent, il avait un aspect étrange et quelque chose de différent émanait de lui. Mais le plus effrayant, c'est qu'il me regardait en face. Je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas quitté des yeux. C'est ainsi que j'ai pu voir ses traits si clairement à la lumière de la lune. Sa fourrure était fine, voire chauve à certains endroits. Ses yeux étaient jaunes, pas d'un jaune réfléchissant comme celui que l'on voit sur un chien dans l'obscurité, mais d'un jaune comme celui du soleil. Ils étaient très puissants et presque aveuglants. En regardant de plus près, j'ai remarqué que ses pattes arrière étaient plus longues que celles d'un coyote normal, plus longues qu'aucune créature canine ne devrait l'être en fait. En commençant par les hanches et en descendant, elles semblaient presque bipèdes. C'est alors que j'ai compris ce que je voyais. J'ai soulevé mon chien de 26 kilos sans jamais quitter la créature des yeux. Ce faisant, j'ai prononcé dans ma tête une prière cherokee de ma grand-mère. Comme s'il était mal à l'aise, il a légèrement reculé, et c'est là que j'ai eu l'impression d'entendre une voix qui imitait parfaitement celle de ma grand-mère dire « Pourquoi tu fais ça ?» Je ne sais pas si j'avais halluciné, mais j'ai eu si peur que je me suis précipité vers la porte, le chien toujours dans mes bras. Je suis entré, je l'ai déposé et j'ai refermé la porte derrière moi. Le bruit a dû réveiller mon frère, car il est arrivé dans la cuisine très agacé. Il m'a demandé ce qui se passait et pourquoi le chien était tout excité. J'ai porté mon doigt à ma bouche pour lui dire de se taire et j'ai éteint la lumière. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le salon et avons également éteint la lumière. Brusquement, la silhouette d'une grande chose humanoïde est apparue à travers le vitrail de la petite fenêtre de la porte. Nous nous sommes tous deux figés et mon frère a saisi la poignée. Il l'a saisie juste à temps pour la verrouiller. Son visage est devenu blanc comme un fantôme et il s'est tourné vers moi. La silhouette avait disparu. Mais alors que nous nous dirigions vers ma chambre, nous avons commencé à entendre des coups sur la porte. La nuit suivante, à peu près à la même heure, les coups se sont intensifiés. Nous nous sommes assis dans le salon et avons prié Analanui, la déesse Cherokee du soleil, pour qu'il s'en aille. Cela a dû réveiller mon père, car il est descendu en colère. Nous lui avions raconté la nuit précédente pendant la journée, mais il ne nous avait pas cru et pensait que c'était juste un des amis de mon frère qui faisait le con. Mais lorsqu'il a entendu les coups sur la porte, il s'est mis en colère et s'est précipité vers celle-ci. Nous lui avons crié de ne pas l'ouvrir, mais il l'a fait. Et là, derrière, il y avait cette créature qui s'est enfuie à quatre pattes et a disparu sur la route. Lorsqu'il l'a vue, le visage de mon père a pâli, puis il a reculé de quelques pas en trébuchant et il a fermé la porte derrière lui. Le lendemain, nous avons parlé de la situation. Je lui ai expliqué que les autochtones appelaient cette créature un skinwalker. Mon père sceptique s'est contenté de dire qu'il s'agissait d'une chose bizarre qu'il ne pouvait pas expliquer. Plus tard dans la journée, je suis allé au magasin d'artisanat local et j'ai acheté des cendres de genévrier, comme ma grand-mère me l'avait demandé, et j'en ai saupoudré autour de la maison. Il n'est jamais revenu, mais mon chien n'a plus jamais été le même après cette nuit-là. C'est comme si l'expérience entière l'avait changé. D'animal affectueux, il est devenu méchant et imprévisible.
il a commencé à s'en prendre à tous ceux qui n'étaient pas des femmes. Nous avons essayé de le dresser pendant 1 an et demi, mais rien n'y a fait. Il a fini par mordre mon frère, et j'ai été obligé de lui trouver un nouveau foyer, où il est heureux maintenant. Mais même aujourd'hui, je pense qu'il ne sortira pas la nuit. Il y a quelques années, la nuit était claire et ma mère et moi étions sortis du travail à peu près en même temps vers 3 heures du matin. Nous avons décidé d'aller regarder le lever du soleil sur le lac. Nous vivions à environ 15 minutes du lac Michigan et il était assez habituel pour nous de parler pendant des heures. Nous avons pris une route secondaire à travers une zone boisée pour nous rendre à notre endroit habituel. Quelques informations sur le lieu sont nécessaires pour pouvoir imaginer ce qui s'est passé. La route que nous avons empruntée était très petite, avec des bois épais et des marécages des 2 côtés. Elle est si petite que si des voitures vont dans les 2 sens, il faut parfois se ranger légèrement sur le côté pour laisser passer l'autre voiture. Beaucoup de verdure entoure cette route et il y a de légers creux de chaque côté. Il n'y a pas de lampadaire ou quoi que ce soit d'autre. Le seul éclairage est donc celui des phares des voitures. Nous roulons et discutons. Je suis du côté passager, ma mère conduit. Pendant qu'elle me parle, je la regarde et elle regarde la route. Elle s'arrête en plein milieu de sa phrase et je me suis rendu compte que quelque chose se passait devant nous. Alors j'ai jeté un coup d'œil et j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'un enfant fait ici si tard ?» J'ai vu ce que je ne peux que décrire comme une créature qui semblait avoir été conçue pour se fondre dans son environnement et qui se tenait sur le côté gauche de la route. Elle semblait faite de brindilles, de feuilles et de branches, ressemblant presque, mais pas tout à fait, à un tumbleweed. Il mesurait tout au plus 1,50 m de haut. Il semblait couvert de plaques d'une sorte de fourrure, orange, cuivre rouge, mais c'était pas tout à fait de la fourrure. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, j'ai réalisé que ce n'était pas un enfant. Ma mère a crié et a freiné brusquement. Si vous avez déjà vu des films ou des émissions télévisées décrivant la façon dont certaines créatures se déplacent, c'est-à-dire très rapidement, presque en glissant, c'est ainsi que cette chose s'est déplacée pour se placer devant nous. Elle était à gauche, puis juste devant nous en une fraction de seconde. Si je devais deviner, nous étions à environ 3 mètres de celle-ci. Elle a levé la tête, tout son corps ne formant qu'une seule masse, et nous a regardés fixement. Nous sommes restés assis dans ce silence stupéfait pendant un moment. Au moment où je me demandais qu'est-ce que c'était, la chose s'est baissée et a glissé comme un serpent devant la voiture et dans les broussailles de mon côté. Aussitôt, ma mère a appuyé sur l'accélérateur et est partie à toute vitesse. J'avais fait beaucoup de recherches sur la façon dont les pensées et les souvenirs d'une personne pouvaient influencer ceux d'une autre personne jusqu'à ce que l'histoire ne soit plus la même. Nous le savions donc toutes les deux avant l'événement. Je lui ai donc demandé ce qu'elle avait vu et elle m'a demandé ce que j'avais vu. Les 2 observations étaient identiques. Au début, nous avons essayé de rationaliser en disant qu'il s'agissait d'une mauvaise herbe. Mais non, elle nous regardait vraiment. Peut-être un animal difforme, mais aucun animal ici ne ressemble à une herbe à bout. Peut-être un renard difforme et très maigre. Impossible, car il a traversé la route en glissant. C'est la seule façon que j'ai de le décrire. Nous avons ensuite cherché d'autres créatures paranormales sur Internet. Ça s'est avéré infructueux, car rien de ce que nous avons trouvé ne correspondait à la description de ceux que nous avons aperçus. Aujourd'hui encore,
Lorsque je me souviens de cet incident, j'ai l'impression que nous avons vu quelque chose que nous n'étions pas censés voir, comme si c'était une créature d'une autre dimension. Ce sentiment n'a pas de sens et cette histoire non plus. J'aimerais juste savoir ce que nous avons rencontré ce soir-là.